ala no akhera kapira akakirikiri mama akakirikiri mama moya mayo akakirikiri mama akakirikiri miskini birma ala no akhera kapira. C'est de larmes aux yeux à chaque fois que je viens voir tout ça. Tout ce que tu as cherché toute ta vie, tu mets dans une maison où tu dois mourir et laisser tes enfants. On vient te la démolir en quelques minutes. Ça, je considère ça qu'on nous a totalement tués, quoi. Nous, on ne vit plus. Politique. Je vais dire politique. Parce que politique. Nous réclamons à ce qu'on nous remette nos terres. Nous ne voulons pas ailleurs. Nous voulons ces terres-là parce qu'elles ont été spoliées par le pouvoir, parce qu'ils ont un pouvoir sur nous. Si c'était moi ma volonté, celui qui aurait donné d'abord l'ordre de casser au nom de Dieu, c'était pour le pendre. Kapororaï, Kipé 2 et Dimes, ces endroits où il faisait bon vivre. Entre les habitants, il existait une parfaite cohabitation. Mais en 25 février 2019, tout a basculé. C'est une entreprise implacable et méthodique, dépourvue d'humanité, comme seul peut l'être un bulldozer. Avec une mécanique obstination, les engins de chantier du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire effacent toute trace de Kapororaï, ne laissant derrière eux qu'un champ de ruines. 1204 familles sont délogées, des immeubles, villas, bâtiments et autres bâtis sur une superficie de 267 hectares sont démolis. Près de 20 000 personnes affectées par cette casse légendaire. Des écoles, des mosquées et des églises sacrifiées, des milliers d'élèves forcés d'abandonner leurs études. Bref, la vie s'arrête pour les occupants qui gardent encore les séquelles de cette démolition. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Que sont-ils devenus? Retour sur une démolition qui cache encore des zones d'ombre. La communauté Baga serait la toute première à occuper la zone de Kapororaï, localisée en plein cœur de la commune de Ratoma, une des 5 municipalités de Conakry. Selon nos recherches, c'est dans les années 60 que les coutumiers commencent à céder des domaines à des citoyens désirés de s'y installer. Sira Kamara est descendante de la communauté Baga. Nous l'avons retrouvée au milieu des décombres de son ancienne habitation. Un an après sa démolition, elle revient quotidiennement sur les lieux. L'octogénaire marche à peine. Malgré le poids de l'âge, Sira demeure fidèle à ce qu'elle considère encore comme étant la terre de ses aïeux. Ici, nous sommes chez nos aïeux. La terre n'appartient pas à une personne, elle appartient à Dieu. Nous sommes des Bagas. Almamika, là, c'est notre arrière-grand-père. C'est nos parents qui ont donné des terres aux gens. En ce moment, il n'y avait pas de maison ici, juste quelques cases. À cette époque, on ne parlait pas de zone réservée. Moi, je suis de père et de mère Baga, donc une pure Baga. Moi, je ne connais nulle part ailleurs qu'ici. Ici, c'est chez moi. Des témoignages s'accordent sur le fait que la famille Bamassia est l'une des toutes premières à être accueillie à Kapororaï. Depuis plusieurs décennies, El Hadj Youssouf Diallo aussi habitait cette zone. À son arrivée sur les lieux, un paquet de cola suffisait pour obtenir une parcelle auprès des propriétaires tyriens. C'est en 1968 qu'un de nos frères avec lequel on vivait en ville s'est installé à Kapororaï. Après, il m'a demandé de venir aussi. Je suis venu avec un paquet de cola et on m'a donné une parcelle en 1968. C'était une brousse. Nous avons défriché. C'est ainsi que je me suis installé à Kapororaï. Ceux qui ont acquis des domaines auprès des coutumiers sont suivis quelques années plus tard par d'autres. Mais ceux-ci sont installés par l'État. Progressivement, Kapororaï et ses environs se remplissent. Des toits poussent et des habitants se multiplient. En 1990, Kapororaï
et érigés en quartier. De l'autre côté de la route, nous sommes à Kipé 2. Comme à Kapororaï, des habitants y vivaient également depuis plusieurs décennies. En plus de ceux qui ont acquis des domaines auprès des coutumiers, d'autres sont recasés par l'État. Il s'agit des déguerpis pour cause d'utilité publique de Nongo, de l'aéroport international Bessia et de la cité des médecins de Kipé et d'Anta. Ousmane Kamara, ancien occupant, habite actuellement Sonfonia où il tente avec sa famille de se remettre de la tragédie de 2019. La cinquantaine révolue, il se rappelle de l'année à laquelle le lotissement des parcelles a eu lieu. Ils nous ont dit de commencer le lotissement à Kipé 2. Le principe était que chaque espace devait être attribué à l'occupant. Ensuite, le gouvernement recase d'autres personnes aux espaces vides. Les occupants les plus anciens étaient là depuis le temps de Alma Mikala. Après le lotissement, chaque personne qui souhaitait construire devait se munir d'une autorisation de construction, d'un permis d'habitation, d'un plan de masse. C'était entre 1981 et 1984. En 1984, quand on a fini le lotissement, chacun a reçu ses documents. Il est difficile d'affirmer que l'occupation de ces zones est illégale. J'avais obtenu une parcelle de 900 mètres carrés à Fabantanene. J'ai eu tous les papiers. J'ai eu l'arrêté d'occupation, le plan de masse et le certificat de propriété. Maintenant, quand on a ces papiers-là, on entreprend pour obtenir, on fait des démarches pour obtenir l'autorisation de construire. Quand j'ai introduit mon dossier pour l'autorisation de construire, ils m'ont dit au ministère de l'Urbanisme non, d'attendre jusqu'à ce qu'on clôture la piste d'envol. Quand la clôture là sera finie, on saura si la parcelle échappe à ça ou non. Mais comme ça a duré, ils n'ont pas mis la clôture de la piste d'envol de l'aéroport de Sia. J'ai dit de me recaser ailleurs. Ils m'ont recasé justement à Kipé 2. Lotissement s'appelait Kipé 2. Là aussi, j'ai obtenu tous les papiers que je viens de citer là. J'ai eu la parcelle de Faban en 1980. J'ai tous les papiers de ça là aussi. Maintenant, quand la parcelle de Kipé 2, là, je l'ai eu en 1982, ça est là. Le plan de masse a été signé. Après le lotissement, le plan de masse a été signé le 23/11/1982. Mais à partir du moment où l'arrêté d'occupation, on fait le lotissement, il y a le plan de masse. Maintenant, on fait les démarches pour avoir les autres papiers. C'est ce qu'on a fait de façon la plus régulière au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de l'époque. L'arrêté d'occupation a été signé par le ministre Kerfala Kamara. Ceux qui ont eu avant moi, leurs arrêtés ont été signés par le ministre Moussa Diakité. Donc ça a été régulièrement, l'arrêté a été publié au journal officiel partout. Le ministère de l'Urbanisme a tous les documents. Ils ne peuvent pas nous dire de prouver qu'on occupe là parce qu'ils ont eux-mêmes les papiers, parce que les papiers ont été faits là-bas, donc ils ont ces papiers. La première douleur des occupants de Kapororaï remonte à 1998, avec les premières casses sous le régime du feu général Lansana Conté. Des citoyens qui estiment avoir acquis légalement des domaines sont déguerpis manu militari. Si jusqu'ici des zones d'ombre subsistent, le président de l'association des victimes des démolitions d'alors évoque ce qui semble être pour lui les raisons. 98, ça fait 22 ans que les terrains ont été cassés dans une barbarie extrême, mais une violence. Nous sommes en mars 1998 et on préparait des élections présidentielles. Et il se trouve que Kapororaï était, pour les gens, était habité particulièrement par des gens qui allaient voter dans un sens. Deux grands partis se faisaient face, l'UNR et le PUP. Mais il fallait démobiliser l'électorat qui se trouvait là
et qui se trouvaient là pour certains depuis avant même les indépendances. Mais le coup a réussi. Ça a réussi puisque en quelques jours, on a cassé une ville entière. Les gens ont été démobilisés et ce que les commanditaires ont voulu a été réussi. Kapuru-Rai est une plaie ouverte qui n'est pas encore refermée. C'est avec ces 12 phrases que le 4 mai 2016, soit un an après sa réélection, qu'Alpha Condé redonnait à travers ce discours de l'espoir aux victimes des casses de 1998 et aux autres rescapés. Il est du pouvoir du gouvernement de déguerpir des citoyens, mais cela se fait dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des personnes et de leurs biens. En cas de nécessité de services et d'utilité publique, on peut déguerpir des citoyens, mais pas de façon sauvage comme cela a été fait à Kapuru-Rai. Je sais qu'à cette époque, on a même traité les populations de Kapuru-Rai de bandits, de gangsters, etc. Or, c'était des citoyens respectables. Donc, le moment est venu de fermer cette plaie ouverte afin de réconcilier les populations de Kapuru-Rai avec l'État. 2 ans après ce discours du chef de l'État, l'espoir vire au désenchantement lorsque le gouvernement accentue la pression sur les habitants de Kipé 2. Nous sommes en juillet 2018. D'abord, un document de l'huissier Joseph Oulari, suivi des documents et d'un ordre de mission du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Pris à la fois de peur et de panique, les habitants sentent une fois encore le ciel se rapprocher de leur tête 21 ans après l'acte 1 qui avait presque rayé Kapuru-Rai de la carte de Ratoma. 2 mois avant la casse, une délégation dirigée par Ibrahima Kourouma arrive sur le site directionnel de Koloma. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire n'avait pas l'air de jouer. Il lance alors un dernier ultimatum aux occupants de la zone. Il y a eu d'abord les inspecteurs qui sont venus, qui les ont rencontrés pour que les gens quittent. Nous avons fait ensuite un communiqué radiodiffusé pour que les gens quittent. Nous avons envoyé un huissier pour donner des documents pour que les gens quittent. Et cela, ça fait déjà près de 2 mois que nous sommes là-dessus. Maintenant qu'on donne 72 heures pour que les gens quittent, on pose, comme l'a dit le chef secteur tout à l'heure, il faut qu'on les donne un temps plus long parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas de batterie et tout ça. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ça, les gens ne vont pas nous traîner comme ils veulent. Le 20 février 2019, une équipe du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire débarque et procède au marquage des kiosques, conteneurs, baraques et garages sur le site directionnel. C'est l'alerte rouge, constate avec amertume les occupants, même s'ils ont toujours gardé un fragile espoir. Le vendredi 22 février, le marché Habiba est dégagé par les autorités de l'habitat. Le même jour, les habitations des riverains sont frappées de croix rouge. Face à l'insistance du ministère de l'Habitat, les jeunes de Kapuru s'organisent et font appel à la presse pour attirer l'attention du chef de l'État et de son gouvernement sur les dangers qui pèsent sur eux. Nos pères et mères vivent dans l'angoisse la plus totale. C'est en pleine lecture de cette déclaration que des bruits assourdissants et inhabituels se font entendre sur les lieux. Les premiers bâtiments s'écroulent donc à la surprise générale des habitants. Ils n'ont même pas averti, ils n'ont même pas amené des documents, des mandats pour nous dire que vous avez un délai pour sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant aujourd'hui? Où voulez-vous qu'on aille? Si les gens résistent, on va dire que c'est une rébellion, c'est un soulèvement contre l'État, alors que c'est l'État qui crée toutes les conditions pour qu'il y ait des affrontements dans ce pays. Ce jour, presque personne n'a pu plier bagages. Des cris, des pleurs, de l'affolement, un spectacle affreux comme nulle part ailleurs. Pendant ce temps, sous une haute surveillance des forces de l'ordre, la machine destructrice réduit tout en poussière. Maisons,
Arbres, installations électriques, rien ne doit rester à l'exception des écoles et des lieux de culte. Ce lundi noir s'est avéré certes choquant pour les occupants et autres observateurs, mais les prochains jours seront les plus décisifs. Ceux qui ne sont pas encore touchés sont maintenant convaincus que l'État est resté sourd à leurs cris de détresse. Ils commencent à sauver ce qui pouvait l'être. Des bagages sont pliés, des toitures, des portes de fenêtres démontées. Mais pour quelle destination, alors que la majeure partie des occupants n'avaient que Kapororaï? Pendant que des chaînes de solidarité et de compassion fusent du monde entier et que les victimes observent avec impuissance jour après jour la chute de leur maison, la machine, elle, n'entend que le langage de son pilote. Ainsi, en quelques semaines, la zone de Kapororaï est rasée telle une lame sur un crâne. Le 12 mars, la machine traverse la transversale numéro 2. Ils ont eu peur, ils ont même saisi la justice pour prévenir, mais les habitants de Kipé 2 ne vont pas échapper au bulldozer affamés plus que tout. Les bâtiments implantés dans la zone sont aussi démolis, laissant place à un vaste champ de ruines. Le 18 mars 2019, c'est au tour de Dimes d'être pris pour cible. Les 23, 24 et 25 du même mois, les habitants sont délogés. Les 267 hectares sont donc complétés. Les autorités de l'habitat ont bien tenu leurs promesses. Dans la foulée, Elhadj Dagno subit une deuxième perte après celle de 98. Avant 1998, donc j'avais complètement fini le bâtiment. J'avais 2 appartements. Un appartement de 3 chambres salon et un autre côté 4 chambres salon. J'ai fait loger les gens là-bas. C'est en 98 qu'ils ont cassé tout mon bâtiment. Au dernier moment là, je m'apprêtais à mettre les tôles. Sur les 3, c'est-à-dire chambre salon, 3 comme ça, 3 pièces comme ça là. J'ai perdu comme ça encore, ça fait par 2 fois sur ce domaine-là. Après la casse, l'association des victimes dresse un bilan qui mouille le dos. 1204 familles victimes, 19 219 personnes touchées, 1769 bâtiments, 1299 villas, 456 annexes, 14 immeubles, 10 fours à pain, 6 centres culturels, une chambre froide d'une capacité de 500 tonnes d'aliments sont démolis. Les 12 mosquées, 2 églises, 13 écoles privées, 13 unités de fabrique de glace sont épargnées. À Kapororaï, la casse n'a pas été sans violence. Au premier jour des démolitions, des affrontements entre jeunes en colère et forces de l'ordre sont enregistrés. Conséquence, de nombreuses interpellations sont enregistrées. D'autres habitants sont même gravement blessés, à l'image de cette mère de famille ou encore de la pauvre Aïssatou Bella Diallo, dont le nez a été en partie emporté par une bombe lacrymogène lancée par les hommes en tenue. Heureusement qu'aujourd'hui, la jeune fille se rétablit peu à peu depuis la Tunisie où elle poursuit son traitement. Après la casse, des centaines de familles se retrouvent à la Belle Étoile. Elles sont contraintes de passer la nuit dans l'obscurité avec tous les dangers. Kapororaï, ancien paradis, devenait ainsi un enfer sur terre. À Kapororaï, la conséquence scolaire a été grande. La dizaine d'écoles privées installées dans la zone a été épargnée, mais a perdu la presque totalité des élèves qui ont suivi leurs parents. 3641 apprenants, dont 88 candidats au baccalauréat, 92 au BEPC et 86 candidats à l'entrée en 7e sont contraints de se déplacer avec le risque de perdre l'année scolaire. Plusieurs enseignants sont également remerciés et les établissements
tombent sous une perfusion économique. C'est le cas du complexe scolaire Balouta Diallo qui recouvrait près de 20 millions de francs guinéens le mois selon l'administration de l'école. Pas moins de 180 millions sont perdus l'année. Alors que de nombreux déguerpis pleurent la casse de leur maison, d'autres comme cette famille est doublement affligée. Un des leurs a perdu la vie en septembre 2019 en tentant de rejoindre l'Europe via l'Algérie. Au marché Habiba, les femmes vendeuses ont aussi subi un énorme coup économique. 12 mois après la destruction de leur lieu de négoce, certaines d'entre elles n'ont toujours pas accepté de s'éloigner. Elles ont trouvé refuge juste en bordure de route en face de l'ancien marché. À la recherche du gain quotidien, elles s'y retrouvent chaque matin. C'est au milieu de ces marchandes que nous repérons Diane Mbonga, une vendeuse de poissons et l'une des premières à s'installer à l'ancien marché. Elle soutient s'être établie à Habiba depuis 1985. Vous avez vu où nous sommes installés maintenant? Il n'y a pas de marché. Avant la destruction de notre marché, nos activités marchaient bien. Personnellement, j'avais 5 tables. Je vendais tranquillement avec ma famille. Mais nous sommes dispersés maintenant. Qu'ils nous aident à récupérer Kapororaï. Ici, nous ne gagnons rien. Certaines familles puisaient leur subsistance des loyers que versaient les locataires à la fin de chaque mois. C'est l'exemple de Ouribé là-bas. Cette mère de famille a vu les 4 maisons construites par son défunt mari s'écrouler en seulement quelques minutes. Depuis, la pauvre et les siens tentent de survivre. Après ces 30 ans de service, mon mari était allé à la retraite. C'est ici qu'il nous a laissés. Maintenant, nous avons tout perdu. Les enfants se sont dispersés. À la fin de chaque mois, on pouvait gagner jusqu'à 3 millions, plus l'argent des unités de fabrique de glace. C'est ce qu'on partageait entre les membres de la famille. C'est ce qui nous permettait aussi de payer la scolarité des enfants. Mamadou Adama Diallo, alias Boban, une autre victime du déguerpissement de Kapororaï. Au milieu des jeunes sans emploi, ce trentenaire avait réussi à monter son business. Je suis distributeur d'images à Kapororaï. Depuis 2009, j'étais dans le quartier à Kapororaï. Là-bas, je diffusais les images. J'ai ravitaillé toute la zone de Kapororaï, de Albanie jusqu'à Soloprimo, de Soloprimo jusqu'à Prima. Presque tout a été déguerpi. Et je couvrais environ plus de 850 clients qui étaient à mon charge, que j'ai donné nuit et jour les images. J'avais plus de 8 personnes qui étaient là à mon charge aussi comme travailleurs que j'ai formés, qui étaient là avec moi. Tous ceux-ci sont partis à cause du déguerpissement du lieu. Et maintenant, je n'ai rien où vraiment me débrouiller maintenant. Actuellement, vraiment, tout est parti comme ça. Après la mise à terre de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes, les habitants se sont dispersés. Les uns ont rejoint leur ville d'origine, les autres se sont réinstallés à Conakry et dans ses périphéries. Nous partons donc à Koya, à la rencontre d'Eladjoumar Kaba, qui a trouvé refuge dans cette préfecture située à l'entrée de la capitale. Aujourd'hui, lui et quelques membres de sa famille se retrouvent esselés à plusieurs kilomètres du chef-lieu. Maintenant, certains de mes enfants se trouvent à Kipé, d'autres à Kagbele et à Amdalaï. Moi, je suis là avec le reste de la famille. Maintenant, les enfants partent loin pour étudier. Ils sont obligés de se lever très tôt pour aller à l'école. Nous habitons ici dans la brousse. Nous avons fait plus de 33 ans à Kapororaï. Sayong Onivogui et les siens ont eux aussi quitté de force leur ancienne habitation pour se réinstaller dans un autre quartier de la commune de Ratoma. Mais une partie d'eux reste à Kipé 2. Il s'agit de la tombe de leur père qu'il est obligé de revenir surveiller fréquemment. Celui qui est couché là, comme vous le voyez, je suis venu pour un peu entretenir la tombe, bien que nous sommes cassés. Et je viens quand même pour entretenir sa tombe jusqu'à ce que nous aurons les moyens
de pouvoir déplacer cette tombe ici si jamais Dieu voudra ainsi. Notre père nous avait laissé ici comme l'héritage que ses petits-enfants devraient avoir. Mais si aujourd'hui nous avons perdu tout ce que nous avons de notre papa, et seulement que c'est la tombe qui est là, j'ai dit que je ne peux pas me retenir des larmes. Après la casse, le gouvernement installe des postes avancés au milieu des décombres, certainement pour empêcher le retour des déguerpis et pour prévenir d'éventuelles occupations. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il y en a qui profitent de cette tragédie. Des déchets humains y sont maintenant quotidiennement déversés, moyennant 100 000 francs guinéens par véhicule, accusent des anciens occupants. Une information que nous n'avons pas pu vérifier auprès des agents qui contrôlent les lieux. Des folles rumeurs sur une possible occupation de la zone par des opérateurs de téléphonie provoquent la colère des victimes qui menacent d'user de tous les moyens pour les en empêcher. Le gouvernement, lui, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, souhaite faire du site directionnel de Koloma une ville moderne. Il envisage déjà de bailler les domaines aux investisseurs nationaux et étrangers. Sur le terrain, des machines s'activent pour réaménager les domaines. Le 14 mars 2019, les victimes des déguerpissements de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes décident de se réunir en nom collectif et surtout avec des objectifs. Donc nous savons qu'ils sont venus avec fracas démolir nos concessions et nous laisser dans les airs, dans le vide. Il fallait que nous-mêmes qu'on fasse notre autodéfense. C'est pourquoi on a créé ce collectif pour pouvoir gérer les problèmes quotidiens qui pourraient surgir. Alors, on s'est mis en œuvre, on a créé le collectif qui a fait le recensement. On a recensé tous ceux qui ont été victimes et on s'est plaint à la CEDEAO. Les objectifs de ce collectif, c'est de survenir aux besoins de la composante, c'est-à-dire des déguerpis, de leur venir en aide et de les soutenir partout où besoin sera et de les protéger. Enfin, pour ce que nous pouvons, et recevoir les gens qui viennent vers nous pour nous. Nous réclamons nos terres parce qu'on est venu nous spolier nos terres qui nous appartiennent. Ils n'ont pas une justification valable pour occuper ce terrain-là. Parce qu'ils ont cassé, c'est pour revendre ou bailler à d'autres pour qu'ils viennent s'installer. Or, nous sommes des natifs de ce pays. Et les terres-là, par exemple, moi, j'ai occupé ici depuis 1983. Quand j'ai fini mes études, je suis venu occuper. Avec le déguerpissement des habitants de Kapororaï, un élan de solidarité se forme. Des partis politiques, des ONG locales et de la diaspora et des anonymes se mobilisent pour apporter de l'aide aux victimes. Des vivres et autres du genre sont collectés pour venir en aide aux victimes. Il y a la mauvaise expérience avec la justice guinéenne après avoir été débouté par le tribunal de première instance de Dixine dans l'affaire Kipé 2. Les victimes, dans leur ensemble, décident de saisir la justice de la CEDEAO. L'avocat les a certifiés que réellement on est en bonne phase dans la justice de la CEDEAO. Donc cela a été toujours comme ça. Puis nous avons aussi une jeunesse qui est dynamique, qui lutte de tous les côtés. Rien ne nous échappe. Donc toutes les revendications ont été faites. Alors nous attendons que la justice fasse son travail et que nous puissions réellement rentrer en possession de nos terres qui ont été spoliées. Alors qu'un rapport de Human Rights Watch dénonce la démolition de 2500 bâtiments, les victimes continuent de réclamer justice. Dans cette attente, certaines personnes sont en train de mourir sans savoir ce que la justice les réserve dans l'affaire Kapororaï.